intéressant, évidemment, c'était d'essayer de retrouver la gestuelle d'un dessinateur. Et en plus, Clément, comme vous avez pu le voir, il a un côté animal dans tout ce qu'il fait. Il a besoin de sentir, il a besoin de goûter, il a besoin de tâter. Tout passe par les 5 sens. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là du personnage. Et ensuite, quand il dessine pas avec sa main, il dessine avec son corps. Donc il y avait quelque chose, évidemment, c'est dans ce moment-là que j'ai besoin de diriger parce qu'on connaît rarement la limite de ce qu'on peut faire avec ça. Mais ce qui était intéressant, c'était effectivement, il y avait quelque chose de l'ordre du danseur contemporain pour accoucher sur papier ce que le personnage ressentait. Et ça, c'est des moments de pur plaisir parce que là, ça devient physique. Et c'est un domaine dans lequel je comprends un peu mieux que tout ce qui est de l'ordre du spirituel ou de l'intellectuel. C'est intéressant évidemment, mais quand il s'agit de donner avec son corps, je me sens plus à l'aise avec ça. Oui, bonsoir. Je voulais rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Rajnikan. D'abord, merci pour ce film. Il y a quelque chose qui m'a frappé, qui m'a marqué. Faut pas dire ça aujourd'hui, hein. Non, non. Qui m'a marqué dans ce film, c'est le côté tactile des images de mains. On voit énormément de mains. J'ai trouvé ça très très beau parce que c'est en même temps, ça traduit énormément de sensualité, même si il n'y a jamais d'images qui vont, ça reste toujours très sensuel. Mais je trouve que la force des mains, ces plans que tu fais sur les mains sont magnifiques. Et je voulais savoir si cette symbolique des mains, justement, pour toi, c'est quelque chose d'important. Alors, il n'y a pas que les mains, mais il y a effectivement l'envie. Dès le début, c'était d'avoir un film le plus sensoriel possible. Je voulais qu'on sente le froid, qu'on sente la condensation sur les vaches, qu'on ait l'odeur de la street food, qu'on ait la rugosité du papier, ce genre de choses. Et donc, du coup, c'est des choses dont on a voilà, ce besoin sensoriel. Et d'ailleurs, Rochdy a amené vachement là-dessus parce que je me souviens, on parlait du personnage de Kéran et c'est Rochdy qui disait mais il faut du coup que ses mains soient sales, il faut qu'on sente l'encre, il faut qu'on sente le reste d'encre qui est entre les ongles, c'est l'encre qui part pas. Et du coup, je ressentais un peu ces sensations qu'on peut avoir quand on a le doigt qui est encore marqué. Typiquement, comme disait Rochdy tout à l'heure, la discussion et la création, elle se met en marche quand on a ce genre de discussion et quand Rochdy peut apporter plein de choses dans le film. Donc effectivement, oui, il y avait une vraie envie de sensoriel dans ce film, et notamment toutes ces séquences de dîner où justement on passe tout le début du dîner vraiment sur leurs mains et pas du tout sur leur visage, parce que j'ai l'impression qu'il se passe presque plus de choses au niveau de leurs mains que dans ce qu'ils sont en train de se dire, qui est finalement assez... c'est un début de discussion où les deux sont un peu gênés, on est dans d'autres choses, j'ai l'impression. Deux petites choses, merci pour ce beau film. Bella Kim, vous l'avez connue, rencontrée en France ou en Corée? Bella Kim, je l'ai rencontrée en France. Alors Bella Kim, c'est son premier film, elle n'a jamais rien fait avant. C'est un rôle qui était compliqué à trouver parce que je cherchais une jeune femme de 25 ans qui parle coréen couramment, français, avec un très bon niveau de français. Je voulais qu'elle soit très grande, parce que je voulais qu'elle soit un peu mal dans son corps, qu'elle soit un peu gauche, donc c'est pour ça qu'elle se cogne dans le radiateur, elle se cogne au plafond. Et je voulais aussi, comme on savait déjà quand on tournait avec Rochdy, je voulais qu'elle soit au niveau de Rochdy, je voulais éviter au maximum tout rapport visuel de domination. Je voulais qu'on sente qu'elle puisse avoir du répondant en fait, face à cet homme qui arrive dans sa vie. Et donc il y avait très peu de profils qui correspondaient à ce que je cherchais. J'ai rencontré 4 jeunes femmes, dont Bella. Aucune n'était actrice. Et Bella, alors, en fait, c'est mon producteur coréen, une production exécutive coréenne, qui avait je crois, une stagiaire qui la suivait sur Instagram en tant que mannequin. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Donc elle vit à Paris, elle, depuis une dizaine d'années. Et elle n'avait jamais rien fait, mais il se trouve qu'elle a vécu à Sokcho toute sa jeunesse, donc elle connaissait très bien la ville. Donc quand elle a lu le scénario, ça a tout de suite pour elle... Elle s'est dit, sans même avoir eu l'idée de faire du cinéma, elle s'est dit, là, cette histoire-là, c'est pour moi. Et donc ça s'est fait comme ça, elle est arrivée en casting, elle m'a tout de suite bluffé sur sa compréhension du rôle, elle se posait beaucoup de questions qui étaient hyper pertinentes par rapport au rôle. Et donc toute la partie manque d'expérience, de plateau, etc., je me suis dit que ça, on allait travailler ensuite, et on a travaillé tous les deux avec un coach.
Et en l'espace de 3 mois, elle a fourni un travail colossal, qu'on a poursuivi d'ailleurs ensuite avec Rochdy, parce que ça c'était pour moi pareil une chance énorme. C'est-à-dire que j'ai d'un côté du spectre, j'ai Rochdy Zem, et de l'autre côté j'ai Bella King qui fait son premier film, et donc du coup, moi je gagne à tous les tableaux, parce que déjà j'apprends des deux extrêmes, et je sais que Bella est très bien entourée, et donc du coup vraiment pour moi tout est gagnant à ce moment-là. Donc je suis très, très content de ce qu'elle a proposé dans le film. Et puis l'opposition était parfaite. Pardon. Deux petites choses. Oui, vous disiez, Rochdy disait, bah, la différence c'est que les gens là-bas ne sont pas arrogants, ce qui l'a frappé. Et l'autre chose aussi, c'est que les Français adorent parler de la nourriture quand ils mangent, mais il n'y a que dans les films asiatiques où on voit cuisiner les gens. On la montre moins. Tout le temps. Il y a des films dans lesquels on montre la nourriture, mais parce que ça, c'est pour le coup, c'est vraiment universel. Il y a le dos d'un bouffon. Il y a le dos d'un bouffon, mais voilà, c'est le sujet du film, quoi. Mais sinon, c'est vrai que, alors qu'en France, autant qu'en Asie, beaucoup de choses se résolvent autour de la table. Beaucoup de discussions ont lieu autour de la table, mais c'est vrai que c'est beaucoup en Asie qu'on montre la confection des plats, effectivement. Et pourquoi au générique, la référence la région du Nord et celle de la Provence? Voilà, j'ai fini. Alors ça, c'est... en fait, on a la chance d'avoir travaillé avec des équipes locales, c'est-à-dire que toute l'animation et toute la partie post-production son, donc ce que j'appelle post-production son, c'est le montage son et le mixage du film, se sont faits dans la région Grand Est. Et toute la partie étalonnage, l'étalonnage, c'est quand la dernière couche de vernis sur l'image qui permet d'uniformiser un petit peu tous les plans, parce que parfois on tourne pas le film dans l'ordre, donc on a des plans qui ne raccordent pas avec d'autres. Et donc la partie étalonnage et laboratoire s'est faite à Marseille. Et donc nous avons reçu, le film a reçu de l'argent de ces deux régions pour pouvoir faire tout ce travail-là. Merci. Rochdy, tu es aussi réalisateur. Comment tu es sur un tournage où il y a un jeune justement qui fait son premier film? Est-ce que tu es du genre interventionniste ou tu dis bon non pas du tout, je laisse faire? Comment tu réagis dans ces... C'est une question qu'on me pose souvent, mais on ne peut pas être un interventionniste quand on n'a pas participé à la genèse d'un projet. Un film, c'est des mois de préparation dans sa réflexion d'abord, mais aussi dans le choix des décors, le choix des plans, il y a une discussion qui s'opère entre le metteur en scène et sa chef opérateur. Donc tout ça est très pensé, il y a très peu d'improvisation. Donc quand un acteur arrive et dit « moi j'ai une idée », ça peut arriver, mais c'est rarement une idée de plan, il faut le renvoyer dans sa loge. Parce que c'est pas quelque chose qui naît spontanément, c'est vraiment un travail en amont. Et donc je reste à ma place d'acteur. Parfois j'ai des propositions de jeu, ou de couleurs de jeu. Et là, j'en discute avec mon metteur en scène et je fais des propositions. Mais en ce qui concerne la mise en scène à proprement parler, la réalisation du film, non, là, je reste à ma place parce que comme je l'explique, je n'ai pas participé à la construction du film. Et je confirme, si je peux ajouter, c'est que clairement, moi, j'avais vu tes films que j'aime beaucoup et je vois l'expérience que tu as en tant que metteur en scène. Donc évidemment, je me suis posé la question avant le tournage de dire est-ce qu'il y a pas un risque que Rochdy prenne plus de place que celle du comédien. Et effectivement, à aucun moment je me suis senti, j'ai ressenti ça du tout. Au contraire, j'ai l'impression, moi, d'avoir pu piocher dans ton expérience au moment où c'était important pour moi. C'est-à-dire que si je prends un exemple très concret, il y a une séquence, c'est dans la papeterie, où j'avais imaginé quelque chose et on fait plusieurs prises et je sais pas, ça fonctionne pas très bien, ça marche pas. Une prise, deux prises, trois prises, quatre prises. Et au bout d'un moment, Rochdy, très élégamment, vient me dire si tu veux, moi je peux peut-être arriver comme ça, alors qu'avant je lui avais demandé d'arriver autrement. Et on essaye, et tout d'un coup ça change toute la dynamique de la séquence, et tout d'un coup tout roule. Et ça c'est quelque chose, je pense, je ne pouvais pas m'en rendre compte de mon point de vue, et avec tout ce que j'avais emmagasiné, là tout d'un coup c'est vraiment son expérience. Et peut-être aussi son regard neuf d'ailleurs sur le sujet, parce que tu as raison, il y a beaucoup de choses qui sont prévues en amont et parfois on se bloque dans ce qu'on a prévu en amont. Et donc non, pour moi du coup c'était
c'était désolé, une boîte à outils en plus, très très, c'était formidable. Oui, on va vous passer le micro. Merci beaucoup pour votre travail. J'étais touché aussi par la musique. Il y a des moments où on voit des gens normaux, comme ça, mais après, dans les bandes dessinées brutes, ou ça, il n'y a que la bouche rouge qui s'ouvre. Il y a cette couleur, peut-être que vous voulez parler un petit peu de ça. Et on change la musique. La musique normale, la musique pendant les bandes dessinées changent. Et la nature que vous avez pu faire devant ce film, c'est extraordinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne suis pas complètement certain d'avoir compris la question. Elle parle de la musique, on est d'accord? C'est ça? Pour moi, la musique, effectivement, elle est relativement liée à l'animation. Elle est assez liée à l'animation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments où la musique, hors animation, je dirais pas plus conventionnelle, mais en tout cas escalée, on va dire. Et par contre, c'est vrai que sur les séquences d'animation, je voulais essayer de créer une forme de rupture. Et donc d'ailleurs, dans la séquence dont vous parlez d'animation, voilà, il n'y a pas de musique à ce moment-là. Au contraire, il y a même un silence complet. Il n'y a même plus de bruitage d'ailleurs. On est dans un vide de son. Et effectivement, moi, la musique, c'est quelque chose avec laquelle je me bats tout le temps parce que je pense que j'ai toujours tendance à vouloir en mettre trop. Et c'est là que c'est formidable de s'entourer des bonnes personnes qui, ça va être les garde-fous un peu pour moi et qui vont me dire non, là, fais confiance à l'image. Et ça rejoint ce que disait Rochdy tout à l'heure, il faut vraiment faire confiance à l'image. Moi, c'est mon premier film, donc j'ai toujours tendance à l'inverse, à dire il faut qu'on comprenne, il faut en mettre plus. Et heureusement, j'ai travaillé avec une compositrice qui avait ce recul et à nouveau cette expérience et qui parfois, je dis n'importe quoi, mais là je pense qu'il devait y avoir 3-4 morceaux supplémentaires dans les premiers montages et on a épuré au fur et à mesure. Et donc ça, encore une fois, c'est le luxe en tant que réalisateur de pouvoir s'entourer des bonnes personnes qui vont apporter leur sensibilité artistique. Je ne sais pas si ça répond à la question. La nature aussi. La nature La nature, quoi. La nature. La nature, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. C'était le cas dans mon premier court-métrage. Mon premier court-métrage, dont on parlait tout à l'heure, c'est tourné à Fukushima. Donc du coup, il y a ce qui m'avait vraiment fasciné dans cette catastrophe, c'est aussi la manière dont la nature reprend ses droits sur la civilisation. Là, je fais bien la part des choses. Sokcho, c'est pas du tout la même situation. Sokcho, c'est une ville balnéaire qui est bondée en été, mais qui en hiver se vide complètement. Il n'y a pas de touristes. Voilà. Et donc, je retrouvais un petit peu ce côté. Il y a la ville construite par l'homme, mais qui tout d'un coup devient un peu désuète et inutile. C'est-à-dire qu'on voit des pédalos retourner sur la plage recouverts de neige, alors qu'en été, on imagine qu'ils sont sur l'eau et qu'il y a des gens qui font la queue pour les utiliser, etc. Et c'est ce qui m'intéressait. Donc du coup, la proximité avec cette nature était très importante, d'autant plus que Sokcho, Rochdy l'a vu, je crois, même après une semaine après ton arrivée, vous avez grimpé sur la montagne, sur le mont Soraksan, avec une petite partie de l'équipe. Et vraiment, cette ville a la particularité d'avoir la ville, d'être devant la mer. Il y a vraiment la mer qui donne sur la ville. C'est un peu comme à Barcelone, la plage est au milieu de la ville. Et c'est entouré de cette chaîne de montagnes qui est magnifique. Donc la nature est vraiment omniprésente et c'était important pour moi de la montrer le plus possible. Voilà, c'est pas de oui, question. Vous battez pas. Pose la question. Oui. Simplement une petite question. Pourquoi vous avez terminé le départ après un repas avec un poisson mortel? Est-ce que c'était pour mettre un petit peu de suspense dans ce film? Alors, j'espère que ça met un petit peu de suspense, effectivement. En fait, ce que j'aime bien avec je me raconte plein de choses. Alors, contrairement à Rochdy, qui est plus
physique, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont très théoriques et que personne ne lit. Mais pour moi, le fugu, il y a une sorte de parallèle avec l'errant, c'est-à-dire qu'il peut être toxique, mais si on apprend à l'apprivoiser, tout d'un coup, on découvre une chair qui est savoureuse, etc. Et comme je disais tout à l'heure, aussi le fugu représente une forme de filiation. Et la mère a la licence pour le cuisiner, et sa fille s'y intéresse, elle a envie d'apprendre, mais sa mère bloque ça, comme une manière de bloquer complètement tout accès à son passé. C'est une manière d'ailleurs détournée de bloquer ses questions sur son père aussi de la même manière. Et pour ce qui est de et donc du coup pour moi, quand Soi va venir transgresser ça et venir préparer ce fugu à la fin, c'est vraiment un espèce de cri. Et j'aimais beaucoup l'idée de dire que le spectateur pouvait, au moment où elle perce la poche de poison, j'aime l'idée que le spectateur puisse se dire peut-être qu'elle est folle au point de vouloir le tuer et de garder cette touche de poison et de lui servir. Elle le fait pas, d'ailleurs on ne saura pas, il ne le mange pas, il a senti le coup, il s'est barré au bon moment. Mais j'aimais l'idée que le spectateur puisse se dire ah ouais, elle est capable d'aller très loin, trop loin. Voilà. J'avais une question sur le tournage. Comment ça se passe au niveau du tournage? Est-ce que vous partez avec toute l'équipe et vous restez en immersion là-bas pendant toute la durée du film, ou alors est-ce qu'on a besoin de temps en temps d'en ressortir et puis de revenir et de faire des allers-retours? Les allers-retours entre Séoul et Paris, c'est cher. On rentre pas le week-end à Paris, quoi. Non, on est en immersion totale, complètement. C'est-à-dire que, en plus, moi j'ai pris parfois j'aime bien venir avec accompagné pour me sentir moins seul, et là j'ai envie de me sentir seul. Donc je suis venu seul. Et c'était important pour moi parce que comme l'équipe était quand même en grande partie composée de techniciens coréens, j'avais envie, à l'image du personnage, de me perdre au milieu de ces gens-là et de cette culture et de ces codes qu'on ne maîtrise pas, mais on s'adapte assez facilement. Mais oui, en général, on est une équipe comme ça, on part tous ensemble et on vit quasiment tous ensemble. Alors en Autarcie, l'équipe ça vit quasiment ensemble parce que même les Coréens étaient de Séoul, donc Sokcho est à 2-3 heures de Séoul. Tout le monde était logé dans le même hôtel, donc ça vit ensemble, ça mange ensemble et ça travaille ensemble. Donc c'est presque un effet troupe, quoi. Donc on est en immersion totale tous ensemble. Et d'ailleurs pour moi c'est vraiment... alors j'ai peu d'expérience de tournage qui se tourne près de chez nous, enfin, à Paris ou à Jean-Pardin, j'ai pas cette expérience-là, mais donc du coup ce côté troupe c'est hyper important pour moi, très égoïstement, parce que du coup j'ai tout le monde qui est vraiment 100% dédié à ça, et je dirais presque trop. Moi je suis le premier qui, au bout de la 4e semaine de tournage, avait le mal du pays, voulait voir mes enfants, ma compagne, et avait cette espèce de solitude énorme qui fait que tout d'un coup, pendant 3 jours, je fais le strict nécessaire sur le plateau. Et ça me prend 3 jours pour me dire, attends, tu feras peut-être plus jamais de film de ta vie, ressaisis-toi, reprends-toi, mais cette fatigue-là, elle existe. Mais donc, ce qui est formidable pour moi en tant que réalisateur, c'est que du coup, j'ai toute une équipe qui est 100% dédiée à ce projet et qui n'a pas le choix, quoi. Rien d'autre à faire là-bas. Et parmi les codes qui existent dans le cinéma coréen, c'est que l'acteur, et l'actrice d'ailleurs aussi, doit, à un moment, le producteur est venu me voir en me disant, moi je dis, il y a une coutume ici, c'est que l'acteur doit inviter tout le monde à dîner. Donc, il ne l'a pas encore fait, je ne savais pas, donc évidemment, il invite tout le monde à dîner. Et donc, il y a plusieurs tables comme ça, on est dans un restaurant coréen, et la coutume veut que j'aille à chaque table trinquer avec le chef de poste, le chef du poste. C'est quoi cet alcool qu'on buvait qui est Soju. Hein? Le soju. On a l'impression de boire de la limonade, mais en fait, ça démonte la tête. Et donc, vous levez, voilà, il y a une chanson, etc. Et ensuite, vous devez trinquer avec chaque membre de son équipe. Ils sont 5, 6, et comme il y a 6 ou 7 postes, vous imaginez combien de verres j'ai bu pour satisfaire la coutume. Donc vraiment, c'était magnifique en même temps parce que ils sont tellement sérieux quand ils travaillent, mais quand ils se lâchent, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et c'est vraiment c'est une culture qui est complètement différente de la nôtre, qui est basée effectivement sur la discrétion,
Mais quand ça se lâche totalement. Complètement, ouais. C'est clair. Et notamment, là, c'était cette équipe d'électro, ils étaient 8-9, hommes-femmes, et eux, pour le coup, tous les soirs, je ne sais pas comment le lendemain matin, ils étaient là, frais, c'était impressionnant. Moi, je ne bois pas d'alcool, donc du coup, pareil, j'étais vraiment pas crédible. Alors, ils me l'ont dit, mais je comprends pas, t'es réalisateur, tu bois pas d'alcool, comment tu diriges une équipe attendez, je vois pas le rapport, je comprends pas. Donc, vraiment, on était très loin. Ouais. Dans le film coréen, je confirme, ils boivent beaucoup.